Bonjour tout le monde. Euh, voilà, je suis Mira Kameli, enseignante de gestion à Esprit. Dans le cadre du module gestion de projet administré aux étudiants de la quatrième année ingénierie, toutes spécialités confondues, cette vidéo s'inscrit dans la continuité donc, de ce que nous avons présenté la dernière séance, c'est-à-dire la troisième séance, et on va s'intéresser à la deuxième partie du management des délais et nous clôturerons la séance avec le management des coûts. Donc voilà, comme le montre le plan de notre travail. Dans une première séance, c'était le cadre général, les notions clés de management de projet. Ensuite, nous avons commencé à décortiquer progressivement les différents domaines de management. On a commencé avec l'intégration, le contenu, l'approvisionnement. Puis, à la troisième séance que j'ai présentée moi-même, nous avons commencé le domaine des délais. Bien évidemment, ce domaine, c'est un domaine qui revêt une certaine importance puisque ça a un impact et ça entre en synchronisation avec pas mal d'autres domaines. Donc, on s'est arrêté au niveau du séquencement des activités. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette planification en vue d'élaborer notre échéancier, une fois pour toutes. Donc, après avoir identifié les tâches, les planifier, les séquencer, on a parlé un tout petit peu estimation des ressources pour pouvoir par la suite estimer les durées standards, les durées moyennes par activité. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les notions de date clé, comment les calculer, et puis nous allons déterminer les différentes marges relatives à chacune des activités et comme ça, nous aurons une visibilité claire et nette sur la manière avec laquelle nous pouvons élaborer un échéancier complet d'un projet. Puis, les deux dernières séances vont être réservées pour le domaine des parties prenantes, les ressources, la communication et une dernière séance de notre formation sera clôturée par le management de la qualité et des risques. Donc voilà, deuxième partie. Comme on a eu toujours l'habitude de faire, nous revenons toujours sur ce tableau de croisement entre les groupes de processus et bien évidemment le domaine de management en question et pour visualiser ces différents processus. Nous avons déjà traité ces trois-là en profondeur. Le quatrième et le cinquième processus, nous les avons présentés oralement et d'une manière sommaire parce que nous allons revenir sur l'estimation des ressources lorsqu'on va analyser ce domaine d'une manière spécifique. Et puis aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'élaboration de notre échéancier. Donc, dans ce processus, nous allons tout d'abord commencer par élucider les notions de tâches, de date et de durée. Nous commençons alors par une petite mise en situation qui est une mise en situation très simple. C'est le fait de simplifier un projet à une seule tâche. Donc, c'est un exemple élémentaire. C'est juste pour bien ressortir ces différentes dates clés et pouvoir maîtriser leur sens. Donc, on suppose qu'aujourd'hui, c'est le mardi. Votre enseignant de GP vous annonce à la sortie de cette séance, c'est-à-dire mardi à midi, que demain, à la même heure, mercredi à midi, vous allez avoir un DS de gestion de projet et il vous a rajouté que la durée moyenne de révision de ce module, elle est de 2 heures. Quelle serait votre réaction face à cet énoncé? Donc, avant de passer à parler un tout petit peu de vos réactions, j'aimerais bien tout d'abord revenir sur ce qu'est le projet qui se cache derrière cet exemple-là et quel est le livrable de notre projet. Parce que j'ai constaté en posant cette problématique, en parlant de cet énoncé en classe, ça m'arrive très souvent que les étudiants confondent entre le livrable et l'exploitation du livrable. La plupart, lorsque j'ai demandé quel est le livrable de ce projet et c'est quoi le processus projet, là, les étudiants m'ont dit que le livrable, c'est le passage du DS, c'est le passage de l'épreuve de ce devoir surveillé. Et donc là,
je constate qu'il y a encore une petite confusion entre le livrable et l'exploitation a posteriori de ce livrable-là, parce que le DS en soi, c'est plutôt l'exploitation du livrable de ce projet à tâche unique. Donc, quel est le processus de projet? Même s'il est simplifié à une seule tâche, c'est exprès, c'est pour faciliter la compréhension. Et quel est son livrable? Donc, voilà, notre processus, c'est bien la tâche de révision. C'est le fait de réviser 2 heures de temps. Donc, ça va être quoi notre livrable à l'heure du passage de notre DS? Ça va être un ensemble de connaissances qui ont été consolidées, qui ont été retenues pour qu'elles soient bien évidemment exploitées au niveau du DS. Donc, j'espère que vous avez retenu la différence entre processus projet, livrable et exploitation du livrable. Donc, le DS, ce n'est qu'une exploitation du livrable du projet qui se résume en une tâche de révision de 2 heures de temps pour finir à la fin de ces 2 heures par un ensemble de connaissances assimilées, consolidées, qui nous permettra bien évidemment de répondre à notre sujet ou à notre épreuve. Ça, d'un côté, donc on a bien compris, j'espère, qu'est-ce qu'on entend dire par projet. On a fait une petite récapitulation, un petit rappel de la notion de projet, livrable et l'exploitation du livrable. Eh bien, quelle serait votre réaction? Les réponses ont été multiples de la part de mes étudiants. Il y a ceux qui m'ont dit non, madame, c'est pas du tout équitable parce que la durée est très courte. Nous dire aujourd'hui pour passer l'épreuve demain, c'est vraiment, on pense que ça se fait pas. Il y a ceux qui ont négocié de retarder la date du DS pour la semaine d'après. Il y a certains qui étaient clairs et nets dès le départ. Ils m'ont dit non, madame, on va pas passer le DS. Nous refusons de passer le DS. Donc, ils vont boycotter l'épreuve. Mais nous, à notre niveau, c'est vrai qu'il peut y avoir tous ces refus, c'est vrai qu'il y a un effet surprise, c'est vrai que peut-être on aimerait bien avoir plus de plages horaires pour être déjà préparé à ce projet de révision pour passer un test, mais nous, à notre niveau, on va écarter toutes les réponses qui sont en relation avec un refus ou un besoin de retarder l'épreuve. On va supposer, pour pouvoir extraire les dates clés dont on a besoin et pour pouvoir élaborer notre échéancier, on va supposer que la totalité des étudiants étaient consentants, ils ont accepté l'idée sans aucun problème et qu'ils vont passer volontiers leur épreuve. Donc, ma question était, si aujourd'hui, à midi, je viens vous dire que demain à midi, vous aurez un DS, quand est-ce que vous allez commencer à réviser? Et donc, voilà le résultat. Donc, après cet effet surprise, il existe bien plusieurs situations dont 2 choix extrêmes sont retenus. Pourquoi il existe plusieurs situations? Là aussi, on doit ouvrir une parenthèse sur la notion de plage horaire disponible parce que à chaque fois qu'il y a projet, nous devons reconnaître que nous avons toute une plage horaire, toute une durée au niveau de laquelle nous allons planifier notre projet. Et plus la plage horaire comporte une durée qui est supérieure à la durée exigée par les activités, plus nous aurons une aisance à placer nos activités et à respecter la deadline. Donc là, si on revient sur notre exemple, nous avons 24 heures, c'est-à-dire entre mardi à midi et mercredi à midi, pour placer une séance de révision qui est bien notre projet élémentaire, notre tâche unique qui forme le projet cette fois-ci. Donc, cette séance de 2 heures, elle peut être placée de différentes manières sur notre plage de 24 heures. C'est pour ça que j'ai parlé de 2 choix extrêmes. Quels sont ces 2 choix? Voilà, nous allons les schématiser. Donc, un étudiant motivé, il va choisir de réviser pour le DS le jour même, le mardi à midi, donc en sortant de la séance de cours. Voilà, même si la plage, elle s'étale de mardi à midi jusqu'à mercredi à midi, pour lui, c'est mieux de réviser immédiatement après la séance. Il voit que
les informations sont encore fraîches, il est enchaîné déjà dans le cours, etc. Donc, il aimerait bien réviser. Et pour éviter le risque, probablement le risque que peut-être s'il va ajourner cette révision-là, peut-être qu'il aura des imprévus, peut-être qu'il tombera malade, peut-être qu'il n'aura pas le temps pour réviser. Donc, il s'est dit, voilà, je vais favoriser ma tâche de révision immédiatement après la séance de cours. Et puis, comme ça, je serai pliée car j'aurai pas de problème à gérer n'importe quel risque. Bien évidemment, il y a ceux qui vont laisser ça pour l'après-midi, d'autres qui peuvent laisser la révision pour la soirée. Il y a ceux qui adorent réviser à l'aube, de bon matin, mais il y a ceux qui vont pousser au maximum parce qu'à la base, ils étaient un peu réticents par rapport à cette tâche de révision et donc ils étaient un peu démotivés et du coup, avec un peu de conscience, ils vont pousser cette tâche de révision, mais à la fin, ils vont accepter de réviser plutôt mercredi, juste avant le passage du DS. Puisque le DS va être passé mercredi à midi, ils vont choisir les 2 dernières heures qui précèdent la date ou l'heure de passage de leur examen. Et voilà, ils vont commencer leur révision mercredi à 10 heures. D'accord? Donc, pour 2 heures de temps, ils finiront juste à temps avec l'examen et peut-être ils jugeront que comme ça, il n'y a pas de risque d'oubli, toutes les informations vont être donc là et elles vont être plus faciles à exploiter. Donc, qu'est-ce qu'on a pu visualiser derrière cette petite mise en situation, aussi simple qu'elle soit? Donc, même si nous pouvons réviser sur différentes plage horaire tout au long de 24 heures, mais nous avons pu identifier 2 scénarios possibles, 2 scénarios extrêmes, 2 choix extrêmes, l'un juste à la sortie de la séance et l'un juste avant le passage du DS. Donc, on qualifie ces 2 situations comme étant le scénario au plus tôt et le scénario au plus tard. Et lorsqu'on dit scénario au plus tôt et scénario au plus tard, ça nous montre qu'il y a 4 dates importantes. Quelles sont ces 4 dates importantes? Donc, mardi à midi, c'est la date de début au plus tôt. Donc, on va commencer au plus tôt à la sortie de la séance de cours. C'est mardi à midi, donc early start. Bien sûr, si je commence mardi à midi pour 2 heures de temps de révision, je vais terminer au plus tôt, donc c'est la fin au plus tôt de ma tâche de révision mardi à 14 heures, donc early finish, c'est 14 heures mardi. Et si je vais repousser cette tâche de révision au plus tard, je sais pertinemment que cette date au plus tard, elle est tributaire de la date de fin de cette plage avant le passage du DS. Donc, quelle est ma deadline? Ma deadline, c'est l'heure de passage du DS. C'est bien mercredi à midi. Donc, si la deadline est mercredi à midi, ça veut dire que je dois calculer le début au plus tard, puisque la séance de révision va nécessiter 2 heures de temps. Je vais faire midi moins 2 heures et ça fait mercredi à 10 heures. Et donc, mercredi à 10 heures, c'est la date de début au plus tard, donc the late start. Parce que si je commence par exemple à 10h30 ou à 11h le mercredi, ça ne va pas me suffire pour respecter les 2 heures de temps de révision. Et comme ça, je vais dépasser la deadline et probablement je serai privée de passer mon DS. Et donc, la date de fin au plus tard, c'est bien mercredi à midi puisque je fais 10 heures plus les 2 heures de révision et ça va définir the late finish, donc la date de fin au plus tard. C'est pour ça que si on reprend notre schématisation, voilà donc sur la figure comment on peut visualiser les 4 dates clés qui proviennent d'un scénario au plus tôt et d'un scénario au plus tard. Donc, si on essaie de généraliser cet exemple élémentaire à tâche unique sur un projet global, vous devez comprendre que pour tout projet, puisqu'on a identifié un ensemble de tâches, que pour chaque tâche de notre projet, nous allons pouvoir définir
un scénario au plus tôt et un scénario au plus tard, mais ceci dépendra bien évidemment de la plage horaire au niveau de laquelle va être effectuée notre activité. Parfois, la plage, elle est serrée, elle peut même être de justesse égale à la durée de la tâche, et dans ce cas-là, donc, les dates au plus tôt vont être les dates au plus tard. On va voir ça ultérieurement au niveau donc de la partie calcul des marges. Mais si la plage est supérieure à la durée de la tâche en soi, et donc là, il peut y avoir un scénario au plus tôt et un scénario au plus tard. Donc, laissons-nous à ce niveau mieux comprendre le calcul de ces dates clés. Ultérieurement, nous allons maîtriser le sens des différentes marges à calculer. Donc, pour calculer les différentes dates, nous devons tout d'abord revenir un tout petit peu sur des définitions qui ont été déjà abordées au niveau de la troisième séance. Juste un petit rappel pour notre schématisation de l'enchaînement ou du séquencement des différentes tâches. Donc, le premier nœud au niveau d'un projet, c'est le début du projet. Les nœuds suivants, ça forme les étapes du projet. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau départ d'un ensemble de tâches ou d'une tâche unique, on parle d'étapes. Et bien évidemment, il y a le nœud de fin qui détermine la fin du projet. Rappelez-vous aussi que nous avons bien mentionné que tout projet commence par un seul nœud de début et se termine par un seul nœud de fin. Donc, même si on a plusieurs chemins parallèles pour un projet, c'est-à-dire qu'il y a d'autres tâches de début, ces tâches-là devraient partir du même nœud. Et s'il y a différentes tâches de clôture, bien évidemment, ces tâches-là vont converger. Maintenant, nous maîtrisons le sens de tâches convergentes, tâches simultanées, etc. Donc, il y aura les mêmes tâches qui convergent vers le nœud de fin. Donc, rappelez-vous de l'exemple avec lequel on a clôturé notre troisième séance, celui-là où nous avons expliqué la méthode des niveaux. Donc, vous avez bien vu que l'on peut terminer, que l'on peut clôturer un projet avec plusieurs tâches. Et j'espère que c'était bien clair pour cette partie. Donc, c'est la raison pour laquelle si nous avons deux tâches qui se suivent exclusivement, on peut dire que A est la tâche prédécesseur, B c'est la tâche successeur. Donc, comme ça, nous avons à peu près le langage nécessaire pour pouvoir aborder notre partie de calcul des différentes dates. Donc, voilà. Supposons que nous avons une tâche A. A, c'est l'identifiant de la tâche parce que réellement, nous devons avoir parmi les attributs de l'activité, il faut qu'il y ait un petit descriptif de cette tâche-là. Mais pour faciliter le travail et la schématisation, on essaye de codifier, de donner des identifiants. C'est pour alléger la charge que nous pouvons mentionner sur notre diagramme. Nous avons la durée de la tâche, donc qui est mentionnée juste en dessous de la tâche. Il y a d'autres possibilités de notation, c'est lorsqu'on mentionne 2 points puis la durée. Donc, c'est pas grave, il peut y avoir plusieurs façons de mentionner la durée, soit en dessous, soit juste à côté de la tâche. Le plus important, s'il vous plaît, c'est de ne pas transporter des valeurs erronées. Parfois, il y a des étudiants qui se trompent face à un tableau de contraintes et avec le trac de l'examen, le stress et tout, au lieu de prendre par exemple la durée de A, ils peuvent se tromper de ligne et ils prennent la durée d'une autre tâche. Et comme ça, les calculs vont être biaisés. Donc, il faut vraiment faire très, très attention par rapport à ça, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ensuite, nous avons le numéro de l'étape. Donc, 1, c'est le nœud 1, c'est l'étape 1, 2, c'est l'étape 2. Mais pour moi, sincèrement, même si vous pouvez trouver ça sur des références bibliographiques, etc., moi, je préfère à notre niveau d'utiliser le nœud juste pour mentionner la date au plus tôt de l'étape et la date au plus tard de l'étape. C'est pas grave, on n'est pas obligé de donner le numéro de l'étape. Bon, dans le cours, je serai obligée de travailler par les numéros de l'étape. C'est pour vous expliquer la réflexion que l'on va faire pour déterminer les dates clés.
Donc, on a besoin de se référer dans un premier temps, puisque les étudiants ne sont pas encore vulgarisés et ne comprennent pas encore comment on est en train de procéder. J'aimerais bien que lorsque je vais aborder le calcul, je vais spécifier le nœud par son numéro, bien sûr, le numéro de l'étape ou le numéro du nœud. Vous allez mieux me comprendre à chaque fois que je vais avancer un tout petit peu dans la méthode de calcul. Donc, juste un petit glossaire ou des petites abréviations à retenir pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Donc, N indice 2 ou indice 3 ou indice 100, donc c'est le numéro de l'étape. Grand D, grand P, c'est la date de début du projet, c'est la fin du projet, donc FP. X, c'est l'identifiant de la tâche. Grand D, indice X, c'est la durée de la tâche. Grand D, indice taux, c'est la date de début au plus tôt. Grand D, indice star, c'est la date de début au plus tard. Donc, grand F, indice taux, c'est la date de fin au plus tôt. Et F star, c'est la date de fin au plus tard. C'est juste pour que nous utilisons tous les mêmes abréviations, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, une autre petite indication, peut-être qu'au niveau de la séance 2, lorsqu'on a abordé le contenu et on a parlé des points de rendez-vous au niveau de la charte, c'est le fait d'identifier les moments clés de notre projet pour marquer les états d'avancement et tout. On a parlé de jalons, ou ce qu'on appelle en anglais les milestones. Donc, les jalons ou les milestones, en fait, ce sont des événements à durée nulle et ça nous permet de fixer des rendez-vous avec le client, avec le commanditaire. C'est la raison pour laquelle, pour un jalon, la date de début, c'est bien la date de fin, puisqu'il n'y a pas vraiment de durée. Par exemple, la date de fin d'un projet ou le début d'un projet, c'est bien un jalon, d'accord? Donc, on ne peut pas accorder une durée pour le début ni une durée pour la fin ou peut-être pour des dates intermédiaires de livraison d'un produit intermédiaire. Donc, c'est juste pour vous, c'est pour que vous ayez cette idée en tête. Donc, commençons maintenant les méthodes de calcul. On va commencer, comme vous le voyez ici, par le calcul des dates au plus tôt. Donc, nous allons calculer la date de début et de fin au plus tôt. Et pour ce faire, nous allons passer par tous les cas de figure possibles ou tous les scénarios possibles. Parce qu'il peut y avoir un premier cas qui est très très simple et qui est en relation, par exemple, avec la tâche de début. Mais avant ça, j'aimerais bien préciser que pour calculer des dates au plus tôt, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans l'exemple de la tâche de révision, comment on a pu détecter le début au plus tôt et la fin au plus tôt, c'est lors de l'annonce, on a annoncé l'événement et donc tout de suite après l'annonce, nous avons commencé. Donc pour calculer les dates au plus tôt, le calcul se fait à partir du début du projet vers la fin du projet. Nous allons commencer le plus tôt possible et on va commencer à faire les calculs cumulatifs jusqu'à atteindre la fin du projet et comme ça nous permettra de déterminer toutes les dates au plus tôt. Donc, puisqu'on a dit qu'on va commencer par les dates au plus tôt, nous devons se mettre en tête que le calcul se fait à partir du début vers la fin du projet. Vous allez voir que pour les dates au plus tard, si je me permets de vous donner un petit avant-goût par rapport au calcul des dates au plus tard, vous allez voir que nous allons partir à l'envers. Et j'expliquerai à ce moment-là pourquoi on parte plutôt de la fin du projet vers le début. Je l'ai déjà évoqué au niveau de l'exemple de la révision, mais je vais revenir là-dessus encore une fois pour essayer de vous convaincre davantage que pour le calcul des dates au plus tard, nous commençons plutôt de la fin vers le début. Donc, restons dans les dates au plus tôt. Donc, les dates de début au plus tôt calculées concerneront les fins au plus tôt des nœuds ou étapes du projet, regardez bien, qui précèdent les tâches en question. Ça veut dire que nous allons, pour calculer les débuts au plus tôt des tâches, on doit toujours observer la fin au plus tôt du nœud qui précède immédiatement la tâche en question, c'est-à-dire la tâche objet du
calcul. D'accord? C'est vrai que parfois, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à se projeter dans un passage théorique, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à faire le link et à schématiser la situation lorsqu'ils sont face à un passage théorique. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout grave. On est obligé toujours de faire le descriptif, mais on va schématiser ça noir sur blanc pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train d'évoquer. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai, on se réfère à l'étape de départ d'une tâche, c'est-à-dire le nœud à partir duquel nous allons commencer une tâche, et c'est la date de fin au plus tôt de ce nœud-là qui va déterminer le début au plus tôt de la tâche en question. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, il existe différents cas de figure, différentes situations ou scénarios. Nous allons commencer par le cas le plus simple, c'est lorsque nous sommes face à une tâche T, cette fois-ci, qui est sans prédécesseur. C'est quoi une tâche sans prédécesseur? Nous l'avons déjà vu au niveau de la première partie du management des délais, c'est-à-dire au niveau de la séance 3. Voilà, donc une tâche sans prédécesseur, c'est une tâche qui débute avec le début du projet. Et donc, lors des calculs des dates au plus tôt, nous considérons que la date de début du projet, c'est 0. Donc, on commence avec un compteur égal à 0. Et un petit détail qui est très, très important, c'est que nous devons toujours exprimer les tâches suivant une unité de mesure du délai qui est unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas s'amuser, par exemple, à mesurer des tâches en nombre de jours, d'autres en nombre de semaines, d'autres en nombre de mois ou en nombre d'heures. Dès le départ, nous devons nous mettre d'accord selon, bien évidemment, la complexité, la taille du projet, soit quantifiée par heure ou par jour ou par semaine ou par mois. Pour nous, tout au long de la formation, notre unité de mesure, c'est le nombre de jours. D'accord? Donc, tous les tableaux de contraintes que nous allons vous fournir vont être exprimés en nombre de jours. Mais c'était juste une remarque pour que vous devez faire très attention lorsque vous faites vos calculs et que vous élaborez votre échéancier. Ça ne doit pas avoir lieu avec des unités de mesure différentes d'une étape à l'autre ou d'une tâche à l'autre. D'accord? Donc, pour notre premier cas de figure, voici sa schématisation pour mieux le comprendre. Nous avons la tâche T. Donc, on revient toujours à notre fameuse activité 2, celle donc de la station de pompage des eaux. Et donc, on doit toujours commencer par l'étude. Donc, la tâche T, c'est l'étude des pompes. Regardez, elle est d'une durée de 30 jours et c'est la tâche 2, elle est sans prédécesseur parce que c'est bien une tâche de démarrage. Donc, le nœud de début, c'est le nœud 1 et voilà la date de démarrage, c'est la date 0. Qui peut nous dire, puisque ça, c'est le début au plus tôt de la tâche d'étude des pompes qui est sans prédécesseur et donc on commence à partir du compteur 0 qu'on a identifié comme date début du projet, quelle serait, d'après vous, la date de fin au plus tôt cette fois-ci? Puisque le début au plus tôt, c'est bien la date de début du projet, c'est à partir de 0. Quelle serait la date de fin du projet? Eh bien voilà, la date de fin du projet, c'est bien le début, bien sûr la fin de taux. Hein. Faites attention, nous sommes dans le calcul des dates, des deux dates au plus tôt, début et fin au plus tôt. Donc c'est bien le début tôt de la tâche plus sa durée. Quelle est la durée? C'est 30 jours. Et donc, ça va de soi que la fin de taux de l'étude des pompes, c'est bien 30 jours. Au 30e jour, notre tâche d'étude va être finalisée. Donc, il n'y a pas plus simple que ça. Lorsqu'il s'agit d'une tâche de démarrage, voilà le nœud de début de notre tâche. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la diapo précédente, on raisonne par le nœud qui précède la tâche en question. On essaye de voir sa fin de taux et puisqu'on a dit que c'est un jalon, le début, donc le début taux, c'est la fin de taux, c'est 0. Et donc 0 plus la durée de la tâche et ça donne la fin au plus tôt. Rappelez-vous de l'exemple de la révision tout à l'heure. On a commencé au plus tôt mardi à midi à la sortie de la séance. Midi plus 2 heures. Quand est-ce qu'on va terminer au plus tôt notre tâche de révision? Ça va être le mardi à 14 heures. Donc, il n'y a pas plus simple que ça.
Nous allons passer au second scénario, c'est le cas 2. Cette fois-ci, c'est la tâche A qui est précédée par une seule tâche. Là aussi, ce n'est pas du tout difficile. La tâche A, elle est schématisée comme étant une tâche précédée. Donc, sa contrainte, c'est l'étude des pompes. Je ne peux lancer l'achat de pompes que si j'ai terminé l'étude. C'est pour avoir une idée sur les caractéristiques techniques que nous avons décidé d'acheter, d'accord? Donc, quelle pompe, quel type de pompe, quelles caractéristiques et tout. Après la finalisation de l'étude, voilà, nous pouvons présenter nos besoins pour l'approvisionnement, pour l'achat. Qui peut nous dire quelle serait la date de début au plus tôt, parce qu'on a taillé, on a travaillé la tâche T, mais qui est-ce qui peut nous dire quelle est la date de début au plus tôt de la tâche d'achat de pompe? On doit raisonner toujours par le nœud de démarrage de la tâche pour voir la fin tôt du nœud, c'est bien le début tôt de la tâche en question. Donc, le début au plus tôt de cette tâche-là, c'est bien la fin au plus tôt du prédécesseur. Et la fin au plus tôt, elle est là. Donc, cette fin au plus tôt du prédécesseur, c'est bien la fin de qui, puisqu'on a une seule tâche. Donc, le début taux de A, c'est bien la fin taux de T. Parce que cette fois-ci, le scénario montre la précédence par une seule tâche. Nous avons une seule contrainte. Donc, on peut raisonner par cette tâche qui précède la tâche A. Donc, le début au plus tôt de A, puisque A est précédé impérativement par T, c'est lorsque la tâche T est clôturée. Tout à l'heure, on a déjà déterminé que T s'achève au plus tôt le 30e jour. Donc, ça va de soi que l'achat de pompe va être lancé le 30e jour pour qu'il s'achève au plus tôt quand? Quand est-ce qu'il s'achève? Nous avons le début tôt de la tâche, nous avons la durée de la tâche achat, donc combien ça va durer pour livrer notre commande, c'est 120 jours. Donc la fin au plus tôt, c'est le début au plus tôt, plus la durée de la tâche. C'est la même démarche que nous avons utilisée pour l'étude des pompes, mais l'étude des pompes, elle a démarré avec le début du projet. L'achat de pompe, il a démarré après la finalisation de l'étude pompe. Donc 30 plus 120, ça fait 150e jour. Donc la date de fin de l'achat de pompe pour que l'on soit livré, c'est 150e jour. Donc j'espère que c'est clair jusque-là. Donc on a vu le premier cas de figure pour une tâche de démarrage, c'est-à-dire sans prédécesseur. On a vu le deuxième cas de figure avec une seule tâche donc de précédence, une seule contrainte, et c'était clair et net. Le début tôt de la tâche en question, c'est la fin tôt du prédécesseur, mais faites attention, ça commence à chauffer. Donc le troisième cas de figure, c'est lorsque la tâche est précédée par, cette fois-ci, regardez bien, plusieurs tâches. Voici la schématisation. Voilà. Donc, un petit temps de réflexion. Qu'est-ce que nous avons devant nous? Nous avons la tâche E, qui est l'objet de notre calcul. Nous aimerons bien regarder le point d'interrogation. Nous cherchons à identifier le début tôt de la tâche E, qui est le montage des pompes. Mais on se rend compte que cette tâche n'est possible et qu'on ne peut pas commencer le montage des pompes que si la livraison des pompes a eu lieu, la construction des massifs qui vont recevoir les pompes ont été finalisés et que, à la base, l'étude mécanique a été clôturée. Donc, cette fois-ci, E n'est pas contraigné uniquement par une tâche unique, mais cette fois-ci, elle est contraignée par la finalisation de 3 tâches qui vont conditionner son démarrage au plus tôt. Est-ce que la réflexion de tout à l'heure qui stipule que le début au plus tôt d'une tâche, c'est la fin au plus tôt de son prédécesseur, reste toujours valable ou pas? C'est bien la question que nous nous posons à ce niveau. Donc, le début au plus tôt de E, c'est la fin au plus tôt du prédécesseur. Mais vu que nous avons plusieurs prédécesseurs, il y a une autre question qui se pose. Lequel des prédécesseurs va être pris
comme référence. C'est l'évidence même. On ne va pas prendre toutes les fins de taux des différentes tâches prédécesseurs, mais nous devons réfléchir un tout petit peu pour pouvoir trouver la réponse. Tout d'abord, nous allons décrire la situation. Donc, le schéma, il a été réduit juste pour le traduire verbalement, comme on a eu toujours l'habitude de faire. Donc, la tâche E ne peut commencer qu'après l'achèvement des tâches C, D et F. C'est ce que traduit le schéma. Si on a à lire ce diagramme, cette coupe de diagramme, nous pouvons dire que cette tâche-là, elle est conditionnée par l'achèvement des tâches qui la précèdent, à savoir la tâche C, la tâche D et la tâche F. Le nœud 6 représente bien la fin de ces trois tâches. D'accord? Mais faites attention, pour déterminer la fin de taux de ce nœud, on doit trouver laquelle des tâches qui déterminent cette date au plus tôt. Donc, le début au plus tôt de E, cette tâche-là, c'est la fin au plus tôt du nœud 6. C'est ce qu'on a dit l'autre fois, tout à l'heure plutôt. Donc, le début taux de E, c'est la fin taux du nœud 6. Donc, voilà, si on veut utiliser les abréviations pour être sur la même longueur d'onde. On continue l'explication. Lorsqu'on raisonne au plus tôt, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'on raisonne au plus tôt pour une étape qui est notre étape 6 précédée par plusieurs tâches, on raisonne par le nœud nx-1, c'est-à-dire c'est le nœud qui précède immédiatement la tâche en question. C'est la tâche x. Lorsqu'on dit nx-1, c'est le nœud qui précède la tâche. Dans notre exemple, c'est bien le nœud numéro 6 qui précède la tâche x en question. E dans notre exemple. Donc, la tâche x, c'est bien la tâche E. Et on se réfère aux tâches qui précèdent le nœud de début de la tâche x qui est E. Quelles sont ces tâches-là? Ce sont les tâches C, D et F dans notre exemple. C'est pas grave pour ceux qui n'arrivent pas à se projeter dans un passage théorique. Ne vous inquiétez pas, tout sera schématisé et expliqué de différentes manières pour que tout le monde arrive à saisir la démarche. Donc voilà, on reprend les valeurs. Donc on a la tâche C qui commence au plus tôt au 150e jour, la tâche D qui commence au plus tôt le 200e jour et la tâche F qui commence au plus tôt le 15e jour. Donc faites attention, on n'a pas le même point de départ pour les trois tâches. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas raisonner durée, mais il faut raisonner fin taux, résultat. Parce que si on avait le même point de départ, nous aurions pu pouvoir trancher avec les durées, ce qui n'est pas le cas ici. Nous avons plusieurs nœuds de départ et chaque nœud reflète une date de début taux qui est différente. Donc, il faut faire très attention. On doit tout d'abord, parce que regardez la formule, on a dit que le début au plus tôt de la tâche E, c'est la fin au plus tôt du prédécesseur. Mais on doit déterminer lequel des prédécesseurs. Commençons tout d'abord à déterminer les fins au plus tôt de chaque prédécesseur et vous allez vous-même détecter la bonne réponse. Nous avons la tâche C, elle est de 45 jours de durée. La tâche D, elle est d'une durée de 40 jours et la tâche F, elle est d'une durée de 25 jours. Donc, quelle serait la date de fin au plus tôt des trois prédécesseurs? C'est ce qu'on va essayer de faire. Parce que là, on doit se poser la question, lequel de ces prédécesseurs va déterminer le début taux de E? Regardez bien, la fin de taux de C, c'est son début taux plus sa durée, c'est le 195e jour. La fin de taux de D, c'est le 200e jour qui est sa date de début taux plus sa durée. Et donc, elle s'achève au plus tôt le 240e jour. La date de fin de taux de la tâche F, c'est bien 15 qui est le jour de démarrage, plus la durée qui est 25 jours, et donc elle s'achève au plus tôt le 40e jour. Mais puisque nous avons bien mentionné tout à l'heure que E ne peut commencer que si C, D et F vont être achevés,
À quelle valeur de fin taux nous allons nous référer? Bien sûr que nous allons sélectionner la valeur maximale de fin taux entre les trois prédécesseurs. Et c'est bien le 240e jour. Pourquoi on prend cette valeur maximale? C'est pour s'assurer que toutes les tâches ont été bouclées. Parce que si je prends le 40e jour et je commence E, je suis certain que F et que la tâche, je m'excuse, C et D sont en train de s'exécuter lors du démarrage de E. Si je prends le 195e jour, je sais pertinemment que C et F ont été achevés, mais D continue à s'exécuter, ce qui n'est pas correct, ce qui ne respecte pas nos trois contraintes. Et donc, je pense maintenant que vous êtes convaincus que la valeur à retenir, c'est-à-dire le prédécesseur à retenir, c'est le prédécesseur qui traduit la fin taux maximale. Ça va être cette valeur-là qui est la valeur de référence. Regardez bien, la fin taux du nœud 6, c'est bien la fin taux de la tâche D qui traduit la valeur maximale, la plus éloignée. D'accord? Donc, si nous récapitulons ce que nous venons de dire, voilà, nous avons réussi à déterminer le début taux de E, qui est la fin taux du prédécesseur qui remplit la valeur de fin taux maximale pour s'assurer que toutes les tâches ont été effectuées et finalisées. À partir de là, il nous reste à déterminer la fin taux de la tâche E. Donc, si E commence au plus tôt le 240e jour et qu'on lui rajoute sa durée, nous allons trouver que la fin taux, cette fois-ci de la tâche E, puisqu'il y a une seule tâche entre les deux étapes, nous allons nous référer à cette fin taux qui est le début taux plus la durée. Et donc, on arrive à la fin de calcul des deux dates de début et de fin au plus tôt pour passer maintenant au calcul des dates de début et de fin au plus tard. Donc, j'espère que vous avez bien retenu et que c'était bien explicite concernant les trois méthodes de travail, les trois méthodes de calcul des dates au plus tôt, de début et de fin au plus tôt, selon que l'on est face à une tâche de début, c'est-à-dire sans prédécesseur, ou face à une tâche avec un seul prédécesseur, ou bien face à une tâche avec plusieurs prédécesseurs. Mais la réflexion demeure la même. Le début taux d'une tâche, c'est toujours la fin taux du prédécesseur. Reste que la fin taux, elle peut être relative au nœud de début du projet et donc le compteur 0. Ça peut être relative à la fin taux du prédécesseur lorsqu'il est unique, ce prédécesseur-là, ou bien à la valeur maximale des fins taux des prédécesseurs. C'est-à-dire que l'on va choisir le prédécesseur qui détermine la valeur maximale de fin taux pour s'assurer que toutes les tâches qui précèdent une tâche en question ont été clôturées. Très bien, donc je vais passer maintenant au calcul des dates de début et de fin au plus tard. Tout à l'heure, j'ai dit que pour calculer les dates au plus tôt, on procède au calcul du début du projet, du compteur 0 jusqu'à la fin. Cette fois-ci, pour calculer les dates au plus tard, on doit partir de la fin du projet vers le début du projet. Pourquoi? Pourquoi devrons-nous partir de la fin du projet vers le début? La réponse est très très simple et bien évidente. Si on revient vers notre exemple de la tâche donc de révision de tout à l'heure, comment nous avons pu déterminer le scénario au plus tard, c'est-à-dire la révision, quand est-ce qu'elle pourrait se tenir au plus tard pour pouvoir passer le DS. Et donc, le point de référence, c'était bien la deadline. La deadline, c'était l'heure et la date du passage de notre DS. Donc, si la deadline, c'est mercredi à midi, ça veut dire que je ne dois pas continuer à exécuter la tâche de révision au-delà de mercredi à midi. Donc, c'est bien la deadline qui va me permettre de déterminer quand est-ce que je peux commencer au plus tard pour ne pas déranger cette deadline-là. Donc, je prends la deadline de laquelle je soustrais la durée de la tâche en question
pour déterminer le début au plus tard de cette tâche de révision qui est donc la tâche unique du projet faisant l'objet de cet exemple-là, donc qui nous a permis de mieux comprendre les choses. Donc, on a réduit et on a simplifié le projet à une seule tâche, c'est pour avoir cette idée claire et nette concernant les différentes dates clés, mais là, nous allons essayer de transposer cette réflexion sur des projets, bien évidemment, qui s'avèrent plus complexes avec un nombre plus grand de tâches. Et quel que soit, bien évidemment, le nombre de tâches, nous allons procéder de la même manière. Donc, j'espère que je vous ai convaincu par rapport au point de départ qui permet de calculer les dates de début et de fin au plus tard. Pour moi, j'aurais pu mettre les dates de fin puis de début au plus tard parce que je ne peux calculer le début tard que si j'ai pu déterminer la fin au plus tard parce que c'est la fin au plus tard puisque je pars de la fin qui va me permettre de déduire quand est-ce que je peux commencer au plus tard et que si je commence au-delà de cette date au plus tard, je risque de rater ma deadline, c'est-à-dire de causer des retards. Donc, la date de fin du projet étant la date calculée en calculant les dates au plus tôt. Tout à l'heure, on a montré comment on calcule les dates au plus tôt. On retentit toujours avec cette même valeur et non pas avec la valeur contractuelle sur le contrat. C'est exprès, c'est pour donner toujours la chance à une remise provisoire et une remise définitive. D'accord? Donc, on essaye avec les durées moyennes que nous avons calculées, l'estimation des durées moyennes, on essaye de déterminer en faisant notre calcul du début jusqu'à la fin combien il nous faut réellement de temps pour finaliser notre projet. Et donc, avec cette même valeur, on va retentir en la considérant comme étant la date de fin au plus tard. Ensuite, cette petite marge de manœuvre avec la date contractuelle, si elle existe, bien évidemment, parce que parfois, on peut même schématiser un échéancier et on se retrouve avec une date de fin du projet qui va au-delà de la date contractuelle. Et donc, à ce moment-là, on est dans l'obligation de procéder à des techniques de compression et de renforcer les équipes, de renforcer les ressources en vue de finir notre échéancier avec une date qui respecte vraiment la date, la deadline contractuelle. Donc, voilà comment nous allons procéder. Les dates de fin au plus tard calculées, cette fois-ci, ce n'est pas les débuts et fins au plus tôt, mais c'est les dates de fin au plus tard calculées. Ça concerne les débuts au plus tard. Regardez bien, on est dans les valeurs au plus tard. Les débuts au plus tard des nœuds qui succèdent les tâches en question, puisqu'on va terminer la fin. Donc, on se réfère cette fois-ci, ce n'est pas au nœud qui précède, mais puisque c'est la fin, on se réfère au nœud qui succède la tâche objet de calcul. On lui détermine sa fin tard et puis, de cette fin tard, on soustrait la durée, on trouve le début tard, c'est-à-dire quand est-ce que je vais pousser au maximum mon début au plus tard. Donc, j'espère que vous avez compris, mais c'est pas grave, je le répète encore une fois, il y a des étudiants qui ne réussissent pas à se projeter dans un passage théorique, qui n'arrivent pas à faire le lien, ils n'arrivent pas à visualiser dans leur esprit la manière de voir les choses. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va procéder au cas par cas. Les 3 scénarios sont là et donc schématiquement, vous allez réussir à comprendre ce que je suis en train de dire. Toujours la même réflexion, puisque tout à l'heure on a dit que les calculs au plus tôt, ça débute avec le début du projet et c'est bien le compteur zéro qui est mis en place avec une unité de mesure bien spécifique qui est le nombre de jours. C'est la même chose pour le calcul au plus tard, mais cette fois-ci, on commence par la date de fin du projet. Dans notre exemple, c'est 345 jours et l'unité de mesure, ça demeure toujours le nombre de jours. Supposons que Z, comme je viens de le dire, pourquoi c'est la réception provisoire? Parce que la réception réelle, c'est le jour de la deadline contractuelle. Donc, cette réception provisoire doit avoir lieu au plus tard à la date de fin du projet, qui est 345 jours. Et donc, la question qui se pose, si la tâche Z, qui n'a pas de successeur, c'est-à-dire qu'elle revêt une tâche de clôture, c'est la tâche de fin du projet sur l'échéancier. Si
elle se termine au plus tard le 345e jour et qu'elle est d'une durée de 2 jours, quelle serait, regardez, cette fois-ci on va utiliser le cadran de droite parce que le cadran de gauche, il est destiné pour les dates au plus tôt. Le cadran de droite, il est destiné pour le calcul du début au plus tard. Donc, quelle serait, donc là, c'est la fin tard du projet, c'est la date de l'échéancier et non pas la date contractuelle. Mais c'est pas grave, on s'en fout de cette remarque pour l'instant. On y fera recours généralement dans la pratique, dans la réalité. Donc, si nous avons la fin tard de Z, c'est la fin du projet, c'est 345e jour, quelle serait la date de début au plus tard de la tâche Z? C'est bien la fin tard de Z moins la durée de Z, et donc c'est bien de 345 moins 2, et ça fait 343e jour qui détermine le début tard de Z. Parce que si je vais commencer la réception provisoire au 344e jour, est-ce que je vais respecter la deadline? Pas du tout, parce que je vais faire 343 plus 2 et ça va donner 346, ce qui ne va pas respecter la date de fin au plus tard du projet. Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi on procède au calcul du début tard de cette manière-là. On prend la fin tard moins la durée pour trouver le début tard de la tâche en question. Donc, pour ce premier cas de figure, il est assez simple, c'est la tâche sans successeur. On va passer au second cas de figure, la tâche M, qui est succédée par une seule tâche. Donc, cette tâche unique, c'est la réception provisoire de tout à l'heure. Et donc, M, c'est la mise en service. Après la mise en service, on va procéder à la réception provisoire qui doit respecter la deadline du projet. Mais faites attention de combien je peux pousser au maximum ma mise en service, c'est-à-dire quand est-ce que je dois finaliser au maximum la mise en service. Si vous avez bien compris le principe, la fin tard de la tâche M, c'est bien le début tard du successeur. Donc, cette fin tard de M, c'est bien le début tard du successeur en question. Et puisqu'on a un seul successeur, le calcul est très simple. On a déjà déterminé le début tard de Z qui est 343 jours, 43e jour. Et donc, ce début tard de Z, c'est bien la date à laquelle la mise en service, qui est une tâche prédécesseur, devrait être achevée pour laisser le temps à la tâche de réception provisoire d'avoir lieu en respectant la date de fin du projet. Et si on a déterminé la date de fin tard de la mise en service, quelle serait la date de début tard de la mise en service? Puisque je dois boucler cette mise en service le 343e jour et que la mise en service nécessite 4 jours pour qu'elle soit finalisée, la réflexion est très simple. Le début au plus tard de N, c'est la fin au plus tard de N moins la durée cette fois-ci. Parce que tout à l'heure, en calculant les dates au plus tôt, on faisait la fin au plus tôt d'une tâche, c'est le début au plus tôt, plus la durée, et ça donne la fin au plus tôt. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment nous avons déterminé, dans un premier temps, la fin tard d'une tâche avec un seul successeur et le début tard de la tâche, c'est bien sa fin tard moins sa durée pour trouver que la tâche M peut débuter au plus tard le 339e jour. Si on fait un contre-exemple, si on prend que M peut débuter le 341e jour, plus 4, elle va s'achever au plus tard à 345. Et si on rajoute les 2 jours de la réception, on va dépasser la deadline. Donc, je pense qu'ainsi, vous êtes en train de bien comprendre pourquoi on se réfère, on part de la fin vers le début. C'est pour se retrouver à chaque fois en train de respecter sans aucun souci la deadline du projet. Donc, on fait deadline moins la durée de la dernière tâche pour trouver le début tard de la tâche et la fin tard de la tâche précédente. On prend la fin tard moins la durée, on détermine le début tard de cette tâche-là. Mais regardez le troisième scénario. Cette fois-ci, nous avons une tâche I qui est succédée par plusieurs tâches. La tâche I qui est la fin du montage,
d'accord? Elle est succédée par des essais mécaniques, des essais électriques et des essais d'instrumentation avant de passer vers la mise en service. Donc, ces trois tâches, elles précèdent la mise en service de tout à l'heure, qui est la tâche M, et elles succèdent la fin du montage. C'est la logique même. Dès lors qu'on finisse le montage, on doit faire les trois essais pour lancer, bien évidemment, la mise en service de notre station de pompage. Mais là, regardez le point d'interrogation. On nous demande quand est-ce que la tâche de fin de montage doit être clôturée au plus tard. Est-ce que l'on peut garder la même réflexion que tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, on s'est dit que la fin au plus tard d'une tâche, c'est le début au plus tard du successeur. Mais n'oubliez pas que tout à l'heure, la tâche M était succédée uniquement par une seule tâche qui est la tâche Z. Cette fois-ci, la tâche I, elle est succédée de trois tâches, la tâche J, la tâche K et la tâche L. Et donc, si je vais pousser au maximum la tâche I, quand est-ce que je peux la pousser au max pour qu'elle s'achève à cette date-là sans déranger tout ce qui reste à clôturer avant la date de fin du projet qui est le 345e jour. Et donc là, je dois me poser la même question que tout à l'heure. Tout à l'heure, je me posais la question pour calculer les dates au plus tôt sur lequel des prédécesseurs qui va déterminer la fin, le début au plus tôt du successeur. Cette fois-ci, lequel des successeurs va déterminer la fin tard du prédécesseur. Donc, on va passer par le même itinéraire. On va traduire verbalement ce petit cas de figure. Donc, voilà, qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons décrire ça ainsi. Lorsqu'on raisonne au plus tard pour une étape, succédée par plusieurs tâches, on raisonne par le nœud cette fois-ci, lequel ce n'est plus le nœud qui précède, mais c'est le nœud qui succède la tâche en question. Puisqu'on part de la fin vers le début, donc la fin, elle est déterminée, la fin tard est déterminée par le nœud de x plus 1. Donc, c'est la fin de i qui succède, donc c'est le nœud 97 qui succède la tâche x qui est i dans notre exemple, et on se réfère plutôt aux tâches qui suivent, qui succèdent ce nœud 97, et donc ce nœud de fin de la tâche x concernée par le calcul, parce que c'est la tâche i qui est concernée par le calcul, et donc il s'agit bien de se référer aux trois tâches successeurs de i qui sont la tâche j, k et l dans notre exemple. Donc, cette tâche I s'achève, doit s'achever, voilà le descriptif verbal de la situation. Cette tâche doit s'achever au plus tard, obligatoirement, avant le début des tâches J, K et L, vu que, selon le cas, selon le schéma, ces trois tâches succèdent I. Ça veut dire qu'elles vont être toutes les trois lancées après la fin de la tâche I. Donc, le nœud 97 représente bien le début de ces trois tâches. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la solution? Donc, la fin tard de I, c'est le début tard de ce nœud-là qui va lancer les trois tâches. Donc, si on va procéder au calcul, regardez, nous avons les valeurs cette fois-ci. Cette fois-ci, les trois tâches se terminent convergent, il manque les flèches, je m'excuse à ce niveau, je viens de me rendre compte. Faites attention, il ne faut pas oublier le sens des flèches. Donc, ici, nous avons les trois tâches qui convergent vers le nœud 98. Donc, ça facilite un tout petit peu les choses. On a une fin tard qui est la même pour les trois tâches. Pour déterminer le début tard des trois tâches, on va faire la fin tard moins la durée de chacune. Et donc, le début tard de J, c'est 339 moins 9, ça fait 330. Le début tard de K, c'est 339 moins 6, c'est 333. Et le début tard de L, c'est 339 moins 8, c'est 333. Lequel des débuts tard des différents successeurs nous allons choisir comme fin tard de I?
c'est la valeur minimale que nous allons cette fois-ci retenir. Ce n'est pas la valeur maximale, mais c'est plutôt la valeur minimale des débutants des trois successeurs. Pourquoi la valeur minimale? Parce que c'est bien cette valeur minimale qui va nous garantir qu'en faisant le calcul de fin tard, c'est-à-dire on prend la valeur minimale, si on prend par exemple 333 comme valeur minimale, voilà un raisonnement par l'absurde. 333, la date de début au plus tard de ce nœud-là. Donc, je dois me retrouver avec une fin tard des trois tâches qui respectent les 339. Est-ce que c'est bien le cas? Regardez, 333 plus 9. Voilà que j'ai dépassé la date de fin au plus tard. Elle est uniquement valable, cette valeur-là, uniquement pour la tâche K, pour respecter ça. Mais si je fais 333 plus 9 ou 333 plus 8, je vais me retrouver avec les tâches J et L qui vont accuser un retard et qui vont dépasser la tolérance d'une fin tard qui doit être égale à 339. Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi on a retenu plutôt le début tard minimal, c'est-à-dire le successeur qui présente un début tard minimal. C'est pour s'assurer que, quelle que soit la durée des tâches, on va respecter par la suite la fin au plus tard tolérée. Donc, c'est la valeur minimale, cette fois-ci, qui détermine le début tard du nœud 97 et la fin au plus tard, bien sûr, de la tâche I. Donc, voilà, la valeur à retenir, c'est bien 330 comme début tard du nœud 97 et comme fin tard de la tâche I, parce qu'on s'est mis d'accord que la fin tard de I, c'est le début tard des successeurs et donc c'est la fin tard du nœud. D'accord? Donc voilà. Et donc il reste juste à calculer le début tard de I. Donc si sa fin tard a été déterminée par la valeur minimale du début tard, donc de la valeur minimale des débuts tard entre les trois successeurs qui est 330, donc la valeur de début tard de I, c'est la fin tard de I moins sa durée et donc ça donne un début tard de I qui est égal à 327. Donc j'espère que vous avez bien retenu aussi la réflexion et la méthodologie de calcul, aussi bien pour le cas là où on n'a pas de successeur, c'est-à-dire qu'on ait une tâche de fin de projet, ou lorsqu'on a un seul successeur, donc notre fin au plus tard, c'est le début au plus tard du successeur. Rappelez-vous de la tâche Z et de la tâche M. Ensuite, pour une tâche qui est succédée par plusieurs, cette fois-ci, je dois déterminer lequel des successeurs qui détermine la valeur minimale de fin tard de cette tâche-là pour s'assurer que dans la continuité, toutes les tâches vont respecter leur deadline au plus tard respectif. Donc voilà, j'ai terminé la section de calcul des différentes dates clés, c'est-à-dire les débuts et fins au plus tôt et les fins et débuts au plus tard. Vous aurez un slide de récapitulation qui est devant vous et qui rassemble toutes les formules qu'on était en train d'utiliser. Juste un petit détail ici, c'est que le début au plus tôt, donc on le détermine par la valeur maximale des fins au plus tôt des prédécesseurs et on le retire directement du nœud. Par contre, la fin au plus tôt, c'est toujours un objet de calcul parce que ce n'est pas toujours la valeur qui est disponible sur le nœud. Donc, c'est le début au plus tôt plus la durée qui va nous déterminer la fin tôt. Bien sûr, si on a plusieurs tâches qui convergent vers un même nœud, la fin tôt va être la valeur maximale entre les trois ou les deux tâches. Ensuite, pour déterminer le début au plus tard, nous sommes dans l'obligation de commencer de la fin vers le début et donc de calculer la fin au plus tard en choisissant dans le cas le plus général de plusieurs successeurs la valeur minimale des débuts au plus tard des successeurs pour pouvoir par la suite de cette valeur minimale qui est la fin au plus tard de la tâche de laquelle on déduit la durée pour trouver le début tard de la tâche en question. Donc, ça, c'est la récapitulation totale de notre
section de calcul des différentes dates. Bien sûr, si on est face à un seul prédécesseur, ça va de soi qu'on ne va plus faire recours au max parce qu'il y a une valeur unique. Et là aussi, si on a un seul successeur, ça va être une valeur unique de début au plus tard du successeur. Et donc, on n'aura pas à sélectionner le minimum. Donc là, on a essayé de donner le cas le plus général. Je passe maintenant aux applications de l'activité 3, juste pour faire avec vous un petit exercice de calcul pour s'assurer que vous avez bien retenu les choses. Bon, je rappelle le cas de cet exercice-là. Donc, c'est un exercice qui comporte un ensemble de tâches avec des contraintes et des durées. Il a été schématisé au niveau de l'activité 3 pour donner cette allure de diagramme. Voilà les tâches avec leur durée. Voilà les nœuds là où on va détecter les valeurs au plus tôt et les valeurs au plus tard. Donc, si on a à calculer ça, comme vous le voyez, on va remplir les nœuds. Bon, même si les valeurs sont mentionnées, je vais répéter avec vous le raisonnement. Donc, on débute toujours avec un 0. Le compteur débute avec un 0. Ensuite, le nœud suivant, donc, il y a une seule tâche entre les deux nœuds. Donc, A est la seule entrée pour cette étape-là. Donc, c'est le début du projet plus la durée pour trouver la fin de taux de A. La fin de taux de A, c'est bien le début taux de E qui est l'unique sortie, donc l'unique tâche lancée de ce nœud. Et donc, la fin de taux de E, c'est le début taux de E plus sa durée et ça donne 3. Mais faites attention, est-ce que c'est bien l'unique entrée? Ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire très attention. Il faut observer combien nous avons d'entrées. C'est vrai que là, j'ai retenu le 3 parce que le 3, il émane de deux tâches. On a 2 plus 1 ou on a 0 plus 3 qui est la durée de la tâche H. Parce que si je me réfère à la tâche B, c'est 0 plus 1. Et donc, ça fait 1. Si je commence C à la date 1, ça veut dire que je n'ai pas respecté la précédence par E et par H. Donc, il faut toujours observer pour calculer les durées, les dates au plus tôt, il faut observer le nombre d'entrées. Ici, nous avons 3 entrées, 3 prédécesseurs, et donc nous allons prendre la fin de taux maximale. La fin de taux maximale, c'est 2 plus 1 ou 0 plus 3, c'est 3. On continue. Pour ce nœud-là, on a une seule entrée, donc 3 plus 1, ça fait 4. Ensuite, ce nœud-là, il a 2 prédécesseurs. Donc, pour déterminer le début taux du nœud ou le début taux du successeur, on doit prendre la valeur de fin de taux maximale des prédécesseurs. La fin de D, c'est 4 plus 2. La fin de F, c'est 3 plus 2. Et donc, on ne va pas prendre le 5, mais on va plutôt prendre le 6. Ensuite, on a une seule tâche qui précède la fin. Donc, 6 plus 1, ça donne la fin de taux de G et c'est bien la fin de taux du projet avec laquelle on retentit comme étant la fin de tare. Donc, combien de retours pour ce nœud? Un seul retour. Donc, on a un seul successeur par rapport à D. Donc, 7 moins 1, ça fait 6. Ensuite, la même réflexion, on a un seul retour pour ce nœud-là. Donc, pour déterminer le début tare de D, c'est la fin de tare de D qui est 6 moins sa durée pour trouver 4. Mais là, faites attention. Pour ce nœud-là, nous avons 2 retours. Nous avons 2 successeurs par rapport à ce nœud. Donc, pour déterminer la date au plus tard de ce nœud, il faut choisir la valeur minimale du début tard des successeurs, c'est-à-dire le début tard de C et le début tard de F. Le début tard de C, c'est 4 moins 1 et le début tard de F, c'est 6 moins 2. Bien sûr, on va prendre la valeur minimale, donc c'est 4 moins 1, parce que si je prends le 4 et que je fais 4 plus 1, ça va dépasser la date de fin au plus tard de C. Donc ça rejoint l'explication de tout à l'heure. Pourquoi on prend la valeur minimale du début au plus tard des successeurs? C'est parce qu'elle nous garantit que les tâches successeurs vont respecter respectivement leur deadline au plus tard. Je continue mon retour. Pour ce nœud-là, j'ai un seul retour. Donc, c'est 3 moins 1, ça fait 2. Mais pour ce nœud-là, j'ai
3 retours. Le retour de B, le retour de A et le retour de H. Donc, ces 3 successeurs au nœud vont déterminer le début tard. Mais faites attention, on doit impérativement trouver le 0 parce que si vous ne trouvez pas le 0, vous devez vous rendre compte que vous vous êtes trompé. Donc, nous allons faire 3 moins 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Jusque-là, la valeur minimale, c'est 0. Et 3 moins 3, ça fait 0. Et donc, le compte est bon. On n'a pas commis de faute, c'est clair. Donc, le début, la fin tôt du nœud ou le début au plus tard de A et de H, c'est bien la date 0. Parce que B ne va pas débuter au plus tard à la date 0. Faites attention. Elle va débuter, elle a la capacité de débuter au plus tard à 3 moins 1, puisqu'elle est d'une durée de 1 jour. Je peux ne pas la commencer à la date 0. Je peux la commencer à la date 2 et l'achever à la date 3. Et donc, c'est cette réflexion qui va être le point d'amorçage pour la notion de marge. Quand est-ce qu'on parle de l'existence de marge pour une tâche? Donc, cet exemple l'a bien montré. A et H doivent impérativement débuter au plus tard à la date 0 pour respecter leur fin au plus tard respective, tandis que B peut ne pas commencer au plus tard à la date 0. Elle peut commencer au deuxième jour et s'achever en respectant sa fin au plus tard. Donc, juste un petit détail sur vos documents que vous avez déjà. Il y a le deuxième exercice sur lequel nous nous sommes entraînés en classe aussi pour faire les calculs et qui suit la même logique pour trouver ces valeurs-là. Donc, je vous laisse le soin de revenir sur cet exemple-là avec la même méthodologie de calcul. Pour les dates au plus tôt, on démarre du début jusqu'à la fin et on doit faire très attention au nombre d'entrées pour prendre la valeur maximale des fins taux des prédécesseurs. Et pour le retour, on doit, pour les dates au plus tard, on raisonne de la fin vers le début et on fait très très attention au nombre de retours, c'est-à-dire les successeurs, pour choisir la date de début au plus tard des successeurs qui est la minimale. Donc, je ne vais pas m'attarder encore plus sur cet exemple-là parce qu'il suit la même logique. Je vais passer directement à la partie de calcul des marges. Donc, cette partie de calcul des marges, elle s'inscrit dans la continuité. D'où provient cette notion de marge? Je l'ai déjà abordé un tout petit peu, un petit avant-goût à travers l'application. Je vous ai déjà montré qu'il y a une tâche qui est la tâche B qui peut ne pas commencer à la date 0 parce qu'elle est d'une durée de 1 jour et elle peut s'achever au plus tard le 3e jour. Donc, elle bénéficie d'une plage horaire de 3 jours, mais elle nécessite uniquement un seul jour et donc elle a une marge de 2 jours avant le commencement de son, bien évidemment, de son successeur et sans décaler la date de fin du projet. C'est ce qu'on va essayer de montrer et de décortiquer au niveau de cette 3e section et dernière section de l'élaboration de l'échéancier avant de passer au domaine de management des coûts. Donc, revenons à notre fameux exemple de la tâche de révision, au niveau duquel on a identifié une révision au plus tôt qui se fait le mardi entre midi et 14 h et une révision au plus tard qui se fait le mercredi de 10 h à midi, juste avant le passage du DES. Donc, si on rappelle bien, nous avons une plage horaire totale pour cette tâche-là qui s'étale du mardi midi jusqu'à mercredi midi. Donc, c'est une plage horaire de 24 heures, mais là où on est censé placer un projet à tâche unique qui est notre tâche de révision qui est de 2 heures. Quelle serait alors la marge, puisque la plage horaire est supérieure à la durée de la tâche, quelle serait la marge relative à cette tâche de révision? Ça va de soi que la marge, c'est bien le début au plus tard. Quand est-ce que je vais débuter au plus tard? Si je ne débute pas mardi à midi, de combien je vais pouvoir pousser ma tâche de révision en respectant ma deadline qui est ici. Et donc, c'est bien clair. Donc, c'est la date de début au plus tard moins la date de début au plus tôt qui me permettra de détecter la marge de la tâche de révision. Donc, j'espère que vous avez saisi qu'est-ce qu'on entend parler par marge. On va la définir, bien évidemment, théoriquement parlant tout à l'heure, mais c'est juste
c'est mieux de la voir d'une manière schématisée puisque nous avons une plage horaire de 24 heures et que la tâche nécessite uniquement 2 heures. Donc, je bénéficie de 22 heures de marge. Je peux ne pas commencer mardi à midi. Je peux attendre 22 heures pour commencer la tâche mercredi à 10 heures et l'achever au bout des 24 heures juste avant la deadline qui est la date de passage de notre DS. On va transposer ça d'une manière générale et théoriquement parlant. On doit tout d'abord, le cadre du projet de révision ne traduit pas l'existence de deux marges parce que les deux marges sont confondues puisqu'on est face à un projet à tâche unique. Donc, sa marge libre, c'est bien sa marge totale, mais d'une manière générale, lorsqu'on parle de marge, on doit reconnaître qu'il existe bien deux types de marge pour chaque tâche. Il y a ce qu'on appelle la marge libre, c'est-à-dire que la tâche sur sa plage horaire dédiée à elle seule, elle peut bouger, elle peut avoir une marge sur laquelle elle est responsable. Et il y a la marge totale qui est la marge globale. Elle a un effet global et non pas un effet local comme la marge libre parce qu'elle est en relation avec la deadline du projet. Autrement dit, voici les définitions. Peut-être aussi là, c'est un peu trop théorique. On va schématiser ça pour permettre aux étudiants qui ont des difficultés de se projeter, pour schématiser ça, pour qu'ils comprennent mieux ce qu'on entend dire par marge libre dans un premier temps et par marge totale dans un second temps. Donc, c'est quoi la marge libre théoriquement parlant? C'est le retard maximal que peut prendre l'exécution d'une tâche sans retarder le début au plus tôt des successeurs. C'est-à-dire, sur sa plage horaire dédiée à elle seule, de combien elle peut être décalée, retardée, sans toucher le début au plus tôt. Voilà, c'est mentionné clair et net en valeur de ses successeurs ou bien de son successeur ou de ses successeurs. Donc, c'est kiff-kiff, tout dépend de la situation. Donc, on a bien compris que c'est bien une marge à effet local puisqu'elle s'intéresse uniquement aux successeurs. La marge totale, c'est le retard maximal que peut prendre l'exécution d'une tâche sans retarder la date de fin, regardez bien, cette fois-ci du projet. Parce que la question qui se pose à ce niveau, que une tâche, c'est vrai qu'elle a sa propre marge libre à elle, mais est-ce qu'elle peut aller au-delà de cette marge libre pour avoir une marge totale supérieure? Quelle est sa contrainte? C'est de ne pas retarder la fin du projet. Nous allons comprendre progressivement quand est-ce qu'une tâche peut avoir une marge totale qui est supérieure à sa marge libre. Parce que si elle est totale, c'est qu'elle inclut bien la marge locale, la marge libre. Et puis après, si les successeurs, voilà, je vous donne très rapidement un petit avant-goût par rapport à ça, si ces successeurs peuvent eux aussi avoir des marges libres, dès lors que ces successeurs vont être retardés par leur marge libre, peut-être que la tâche en question va bénéficier de ce retard, mais faites attention sans toucher la date de fin du projet. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'étais en train de dire, c'est purement théorique. Vous allez le voir via une schématisation claire et nette. On suppose donc cette même définition que je viens de lire dans la diapo précédente, on va essayer de la schématiser. On dispose d'une tâche X qui a un début tôt et une fin tôt. On dispose d'une tâche X plus 1 qui a un début tôt et une fin tôt et qui forme un successeur pour X. Sauf que la fin tôt de X n'est pas le début tôt de X plus 1. On a détecté qu'il y a une marge. D'où est-ce qu'on a ramené cette marge-là? C'est très simple, peut-être que X plus 1, elle est précédée par plusieurs tâches. Donc, son début tôt, il a été déterminé par la valeur maximale de fin tôt de l'un de ses prédécesseurs. Peut-être X se termine au plus tôt à la date 2, mais X', une autre tâche de durée 5, elle précède aussi X plus 1. Donc, on a pris le début tôt de X plus 1 qui doit respecter la fin de X et X' comme étant la fin tôt de la valeur maximale
qui est 5, c'est-à-dire la fin taux de x'. Je répète, la tâche x plus 1, c'est une tâche précédée par deux tâches. La tâche x de durée 2, qui est une tâche de démarrage, et la tâche x', essayez de l'imaginer dans votre esprit, qui débute aussi à la date 0, mais qui est d'une durée de 5 jours et non pas de 2 jours. Donc, x va s'achever au plus tôt au deuxième jour. Par contre, x' qui débute à la date 0 et qui est de 5 jours et qui précède aussi x plus 1, c'est elle qui va donner la valeur maximale pour déterminer le début taux de x plus 1. Parce que x plus 1 ne peut avoir lieu que si x et x' ont été clôturés. Qui va être clôturé au dernier lieu? C'est x'. Et donc, le début taux de x plus 1, c'est bien la date 5. C'est la raison pour laquelle on a pu constater que x qui s'achève au plus tôt le deuxième jour, parce qu'elle est d'une durée de 2 jours, peut être décalée par sa marge libre, qui est de combien sa marge libre? Si x plus 1 débute au plus tôt le 5e jour et que x s'achève au plus tôt le deuxième jour, 5 moins 2, ça fait 3. Donc la marge libre de x, c'est bien 3 jours. Ça veut dire que au lieu que x débute à la date 0, elle peut débuter au 3e jour. 3 plus 2, ça fait 5. Et donc, elle a respecté le début taux de son successeur sans le décaler, sans le retarder. Et donc, elle a bien pu utiliser sa marge libre de 3 jours sans aucun problème. J'espère que vous avez saisi la notion de marge libre. Autrement dit, quelle est la plage horaire de x? La plage libre de x, c'est entre 0 et 5. Mais la durée de x, elle est de 2 jours. Donc, elle a une plage d'intervention qui est supérieure à sa durée. Elle a une plage de 5 jours, alors que sa durée, elle est de 2 jours. Donc, elle peut bénéficier d'une marge de 3 jours sans affecter, sans retarder son successeur. J'espère, il n'y a pas plus clair que ça, je pense. Voilà d'autres tâches qui succèdent. Donc, je vais réexpliquer la formule, mais si je veux ici traduire ce que j'étais en train d'expliquer verbalement ou oralement, voilà, la marge libre de x, c'est le début au plus tôt du nœud de fin du nœud de x plus 1, c'est-à-dire le nœud de fin qui est le nœud de début de x plus 1. Et donc, c'est la date de début taux de x plus 1 qui a été déterminée par x', rappelez-vous de l'exemple, moins la date de fin au plus tôt de x. Et faites attention, on a dit que la fin taux de x doit être calculée parce qu'on ne la trouve pas sur le nœud si la tâche est inférieure à sa plage. Donc, c'est le début au plus tôt de x plus sa durée pour déterminer la fin au plus tôt de la tâche. Donc, pour récapituler, la marge libre de x, c'est le début taux du successeur moins la fin taux de la tâche qui est égale au début taux plus la durée. C'est kiff-kiff. Donc, voilà la formule finale. Donc, toute cette démarche, vous n'êtes pas censé de l'expliquer lors de l'évaluation. C'est juste pour vous, c'est juste pour vous expliquer comment on a trouvé cette formule-là. Donc, c'est le début, puisque c'est le retard maximal que peut prendre l'exécution d'une tâche sans retarder le début au plus tôt du successeur. Donc, notre deadline, c'est le début tôt du successeur, duquel on soustrait la fin taux de la tâche, qui est le début taux plus la durée, pour trouver la marge dont peut disposer une tâche. Donc, ça, c'est la marge libre. C'est un effet local. La tâche est libre d'utiliser ou pas sa marge avec soi-même. Donc ça, c'est la marge libre. Voici d'autres exemples de tâches. Il peut y avoir aussi une tâche x plus 2 qui débute au plus tôt différemment à la fin taux de x plus 1 et donc x plus 1 peut détenir une marge libre avec sa tâche suivante. Et la tâche suivante, elle peut avoir une marge libre avec la date de fin du projet. Donc, ces flèches-là représentent les marges libres spécifiques aux tâches relativement x, x plus 1 et x plus 2. Donc, j'espère que vous avez compris le sens de la marge libre. Chaque tâche, elle peut avoir une marge libre avec son successeur si le début taux de son successeur n'est pas sa fin taux.
ça veut dire que ça a été déterminé par un autre prédécesseur. Là aussi, le début taux de x plus 1, ça a été déterminé par un autre prédécesseur qui a une fin de taux plus grande que x plus 1. Là aussi, pourquoi x plus 2, elle a une date de fin au plus tôt qui est inférieure à la date de fin du projet, parce que certainement, il y a une autre tâche qui s'est achevée, qui est une tâche de clôture, et qui s'est achevée plus tard que la tâche x plus 2. Nous allons passer vers la marge totale. La marge totale, comme je viens de dire, c'est le retard maximal que peut prendre l'exécution d'une tâche sans retarder, cette fois-ci, faites attention, la date de fin du projet. Donc, c'est un effet plutôt global et non pas local. D'accord? Ce même exemple, on a la tâche X qui a sa marge libre, la tâche X plus 1 qui a sa propre marge libre locale et la tâche X plus 2 qui a sa propre marge libre par rapport à la fin du projet. Comment peut-on détecter la marge totale de X? Si elle a une marge libre, elle est là. Comment elle peut avoir une marge totale qui est plus grande? Voilà, regardez ce qui va se passer sur le schéma. Voilà. Donc, on a X qui va utiliser sa propre marge libre. X plus 1 qui va aussi utiliser sa propre marge libre. Qu'a fait X à côté de X plus 1? Lorsque X plus 1 a bénéficié de sa marge libre, X a pu, à côté de sa propre marge, il a pu bénéficier de la marge libre de son successeur. La même chose pour X plus 2. X plus 2 a bénéficié de sa marge libre avec la fin du projet. Que s'est-il passé pour X plus 1 et X? X plus 1, dès lors que X plus 2 a utilisé sa marge libre, X plus 1 a pu bénéficier de la marge libre de son successeur en plus de sa propre marge. Et X aussi, en plus de sa propre marge, il a pu bénéficier de la marge de X plus 1 et il a pu bénéficier de la marge de X plus 2. Donc, qu'est-ce que l'on peut conclure là? La marge totale, c'est la marge libre de la tâche en question plus l'ensemble des marges libres de ses successeurs, si bien sûr ces marges libres sont positives. Et donc, j'ai poussé X au maximum, parce que si je vais pousser X plus que ça va déranger la fin du projet. Donc, le max que je peux faire avec X pour la décaler, c'est lorsque elle utilise la marge libre de X plus 1, la marge libre de X plus 2 et la marge libre d'elle-même. Et donc, voilà, la marge totale de X, elle est égale à son début tard moins son début tôt. C'est la même réflexion que pour tout à l'heure pour la tâche de révision. Soit que je vais réviser mardi à 14h, soit que je vais réviser mercredi à 10h. Donc, mon début tard moins mon début tôt, ça va donner la marge totale sans faire quoi? Sans décaler la date de fin du projet. Elle est toujours la même. Mais en exploitant, en utilisant, en faisant recours à toutes les marges libres de mes successeurs. J'espère que vous avez bien compris ceci. On va procéder au calcul en appliquant la formule parce que là, c'était juste une explication schématisée. On doit transposer ça mathématiquement parlant. Comment on va procéder au calcul? Si la marge totale de X, c'est le début tard de X moins le début tôt de X, nous savons que le début tard de X, c'est quoi? Comment on détermine le début tard? C'est la fin tard moins la durée. Parce qu'un début tard, je peux le déterminer en allant de la fin vers le début. Il ne faut pas oublier ce qu'on a démontré tout à l'heure. Et donc, pour déterminer le début tard, je dois me référer à la fin tard qui a été déterminée par mes successeurs pour pouvoir déterminer par la suite mon début tard. Donc, la date de début au plus tard, c'est la fin au plus tard moins la durée de X. Bien évidemment, moins le début au plus tôt de X qui est là pour trouver la marge totale. Je vais faire encore un petit jonglage mathématique qui nous permettra par la suite de faciliter la méthode de calcul. Regardez bien. Rappelons-nous, mathématiquement parlant, que la soustraction ou bien plutôt l'addition, elle est commutative.
commutative. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai juste inversé ces deux-là, ces deux paramètres, c'est-à-dire la durée et le début au plus tôt. J'ai fait date de début au plus tôt plus durée. Et nous savons tous que c'est bien la fin au plus tôt d'une tâche, oui ou non? La fin au plus tôt d'une tâche. Je l'ai mis entre accolades et j'ai rajouté le moins. Si on enlève les accolades, on va trouver la même chose que la ligne 2. Ça va être, voilà, la fin tard n'a pas changé, moins la date de début au plus tôt, elle est là en moins. Et si j'enlève l'accolade, ça va revenir vers moins la durée de x. Mais on est face à une possibilité de commutativité, il n'y a pas de mal si je mentionne moins début au plus tôt, moins durée, ou moins durée, moins début tôt. Pourquoi j'ai fait toute cette manœuvre? Donc, c'est quoi l'intérêt de ce petit jonglage mathématique que je sais très très bien que vous êtes bien placés pour le comprendre? Avec votre esprit scientifique, vous êtes des ingénieurs de formation, donc je ne pense pas que ça va déranger. Donc, pourquoi on a fait ça en fait? C'est pour faire apparaître à la fin que ce début tôt plus la durée, ça va me faire apparaître la fin au plus tôt. Parce qu'en fin de compte, si on a déterminé la marche totale, regardez le schéma, comme étant le début tard moins le début tôt, ça va être la même chose que la fin tard moins la fin tôt. C'est la fin tard moins la fin tôt. Parce que la différence entre les deux, c'est la durée de x des deux côtés. D'accord? Donc, début tard moins début tôt, c'est la même chose que fin tard moins fin tôt. Qu'est-ce que j'ai pu apparaître ici? Regardez dans la diapo suivante. J'ai pu faire apparaître à travers les deux formules de marge libre et de marge totale un même paramètre de calcul. Regardez, le même. C'est la fin tôt de la tâche en question. Pour la marge libre, je soustrais cette fin tôt de la tâche en question du début tôt du successeur. Donc, je fais début tôt du successeur moins fin tôt de la tâche. Donc, je calcule la fin tôt une seule fois parce que je vais la réutiliser dans la formule de la marge totale. Cette fois-ci, je vais la soustraire de la fin au plus tard. Donc, je vais faire fin tard moins la fin tôt pour trouver de la même tâche pour trouver la marge totale, comme l'a indiqué le schéma de tout à l'heure. Et pour trouver sa marge libre, je fais début tôt du successeur, puisque ça a un lien local avec son successeur, moins sa fin tôt. Donc, vous voyez qu'on a facilité au maximum le calcul et on va désormais faire recours à trois paramètres. Le début tôt du successeur et la fin tôt de x pour la marge libre, la fin tard de x et la fin tôt de la tâche x. C'est kiff-kiff, c'est la même chose, c'est le même paramètre là pour calculer la marge totale. Donc, c'était juste pour des raisons de simplification. Bien évidemment, je le répète encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de faire toute cette justification pour faire vos calculs. C'est juste pour vous expliquer le pourquoi des choses, parce que parfois, lorsqu'on apprenne, je m'excuse le terme, bêtement ou par mémoire visuelle certaines formules, on risque de les oublier. Mais si on détient le cheminement, le comment des choses, le pourquoi des choses de A jusqu'à Z, il suffit de faire cette petite démonstration sur un brouillon et hop, la formule va apparaître d'elle-même. Donc, j'espère que vous allez tous comprendre suite à cette explication la méthodologie de calcul de la marge libre qui a un effet local, je le répète encore une fois, la tâche avec son successeur et la marge totale, la tâche avec la fin du projet. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette partie de calcul des marges comme étant une partie cruciale. Donc juste quelques petites remarques avec lesquelles je vais clôturer cette partie. Donc comme je viens de dire, la marge totale, elle a un effet global puisqu'elle est en relation avec la date finale du projet, la deadline du projet, alors que la marge libre, elle a un effet local parce qu'elle est en relation uniquement avec la plage horaire dédiée pour une tâche bien précise avec son successeur, avec le début au plus tôt de son successeur.
une autre remarque qui est très, très importante. Donc, ces remarques-là, on va les voir bien évidemment au niveau des activités. Lorsqu'on va traiter des problèmes entiers de séquencement et de planification de projet, on va revenir sur ces détails d'une manière bien étudiée, bien approfondie et tout. Donc, regardez, si, puisqu'on a dit que la marge totale, elle englobe la marge libre de la tâche en question, plus l'ensemble des marges libres de ses successeurs s'ils ont des marges libres. Et donc, si la marge totale de X elle est nulle, ça va de soi que sa marge libre est nulle, puisque la marge libre, elle est intégrée dans la marge totale. Parce que celle-là, elle est locale, celle-là, elle est globale. Donc, si je trouve que dès le départ, la marge totale d'une tâche, on m'informe qu'elle est nulle, systématiquement, sa marge libre est nulle. Parce que si la marge libre est intégrée dans la marge totale, elle ne peut en aucun cas être positive avec une marge totale qui est égale à 0. Mais faites attention, et c'est là où vous devez donc bien réfléchir là-dessus, le contraire n'est pas toujours vrai. C'est quoi le contraire? On ne doit pas dire que si la marge libre de X est nulle, que sa marge totale est nulle. Pas du tout. Il y a des fois, c'est vrai, lorsque la marge libre d'une tâche est nulle et que ses successeurs n'ont pas de marge libre, ça va de soi que sa marge totale est nulle. Mais faites attention, parfois, une tâche X peut ne pas disposer d'une marge libre locale, mais ses successeurs, c'est-à-dire dans la continuité de son chemin, il y a des successeurs qui ont des marges libres positives et donc sa marge totale, même si ça qui comporte bien sa marge libre nulle et les marges libres des successeurs qui se sont montrées positives, donc elle peut avoir une marge totale positive malgré sa marge libre nulle. Donc j'espère que vous m'avez compris et vous allez, je suis certaine que vous allez consolider ça très très bien via les exercices. Une dernière remarque, quand la marge totale est nulle, ça veut dire que la tâche est dite critique. Ça veut dire qu'elle n'a pas ni de marge de manœuvre locale, ni de marge de manœuvre générale, globale. Elle n'a pas le droit de bouger, elle a une plage horaire qui est de justesse égale à sa durée, donc elle doit impérativement, si on ne veut pas retarder la date de fin du projet, on est dans l'obligation de traiter cette tâche-là et de la finaliser à la plage horaire qui lui a été dédiée. À défaut, elle risque d'accuser un retard du projet. Et comment on va faire de ces tâches-là nos tâches de priorité, puisqu'elles sont critiques? On va pouvoir solliciter encore des équipes pour renforcer l'équipe de cette tâche-là. On peut solliciter les équipes des tâches qui ont des marges de manœuvre. Par exemple, pour une tâche qui a une plage de 5 jours, alors qu'elle peut être exécutée en 2 jours, je peux emprunter des ressources et la faire étaler sur les 5 jours. C'est juste pour renforcer les ressources de la tâche critique. Donc, j'espère que vous m'avez compris. C'est pour ça que l'ensemble des tâches critiques forment ce qu'on appelle le chemin ou les chemins critiques. Ça dépend des cas, parce que ce sont ces chemins critiques qui forment le chemin le plus long de notre projet. Et c'est ces chemins qui doivent être traités en priorité et auxquels il faut faire très attention parce qu'on n'a pas vraiment la chance de prolonger la durée de leur tâche. Il faut plutôt la compresser par plusieurs méthodes, par exemple par le renforcement des équipes ou par exemple par le fait de mener des tâches en parallèle en vue de gagner un tout petit peu de temps. Sinon, à défaut, on risque d'affecter la date de fin de notre projet. Donc voilà, j'ai terminé normalement la partie management des délais. Voilà un tableau récapitulatif. Je ne vais pas le relire parce qu'il comprend exactement toutes les formules que j'ai essayé depuis le début de la vidéo d'élucider. Donc le début tôt, la fin au plus tôt, la fin tard qui permet de détecter le début tôt, la marge libre et la marge totale. Donc c'est juste pour vous, c'est un tableau récapitulatif de toutes les formules et démarches utilisées. Je vais donc passer maintenant à une dernière partie de cette séance, celle de management des coûts du projet, qui est aussi un domaine de connaissance qui est très important au niveau de la gestion de projet. Donc, tout comme on a eu l'habitude de faire, on commence par un plan de travail. C'est quoi le management des coûts?
Donc, on répond toujours à la définition. Quels sont ces processus et dans quel groupe de processus sont-ils impliqués? Donc, voilà les 4 processus en question. On doit, comme on a eu l'habitude de faire avec tous les domaines de management, on doit commencer toujours par planifier ce domaine-là, planifier les coûts, estimer les coûts, budgétiser pour pouvoir par la suite maîtriser les coûts. Vous allez voir que là aussi, l'estimation des coûts, elle est, tout comme l'estimation des délais est tributaire de l'estimation des ressources en question, là aussi, l'estimation des coûts, elle est tributaire de ces ressources-là, parce que plus on va renforcer les ressources, plus les coûts vont être élevés. Donc, on va commencer petit à petit. Donc, c'est quoi le management des coûts? Donc, c'est un processus qui s'intéresse principalement au coût des ressources nécessaires à l'achèvement des activités de l'échéancier. Qu'est-ce que ça comprend? Donc, ici, avant de montrer ce que peut comprendre ce management des coûts, il y a une petite précision, une petite réflexion à laquelle j'aimerais attirer votre attention, parce que le management des coûts du projet doit être l'objet d'une négociation. Donc, il doit également prendre en compte les décisions prises dans le cadre du projet sur le coût d'utilisation, c'est-à-dire l'exploitation, la maintenance, le support du produit, c'est-à-dire du livrable. Ça veut dire quoi ce passage? Peut-être que certains n'arrivent pas encore à comprendre ma remarque. Ça veut dire que vous savez tous que lors d'un projet, il y a ce qu'on appelle la phase de conception, oui ou non? Cette phase de conception, là où il y a un ensemble d'études à finaliser pour pouvoir décider du processus de projet qui va donner lieu à la fin à un livrable qui va être exploité par le client. Donc ici, c'est l'entreprise réalisatrice. Elle va facturer un coût de projet pour le client, mais avant de facturer le coût du projet, elle doit poser la question au client. Est-ce que vous acceptez ou pas que la conception soit assez développée pour vous donner lieu à un livrable, à un donc, produit qui a plus de spécifications techniques, qui est plus sophistiqué, qui répond à plus de besoins, à plus de désirs, qui permet peut-être de réduire vos coûts d'exploitation. Et donc, c'est le client qui va décider. Soit qu'il va assumer un coût d'exploitation élevé par la suite parce qu'il a cherché à réduire le coût du projet à l'heure actuelle, il n'a pas un budget assez consistant pour concrétiser le projet, donc il va sacrifier le coût d'exploitation en contrepartie d'un coût réduit du projet. Mais faites attention, si le client a choisi un coût réduit du projet auprès de l'entreprise réalisatrice, il doit être conscient que les décisions que le nombre, je m'excuse, de revues et de conception lors donc de la phase de conception du projet ne va pas vraiment être fait d'une manière trop approfondie. Parce que plus on va faire des revues et des conceptions, plus on va chercher, plus on va faire des études, plus ça va nous mener à des solutions optimales. Mais si on n'accepte pas de payer cher le projet, on est obligé de réduire ce nombre de revues. D'accord? Et par la suite, un projet à coût réduit, il peut engendrer un coût d'exploitation qui est quelque peu élevé parce qu'on n'a pas vraiment perdu assez de temps lors de la conception. Donc, il y a un choix entre les deux. Si on veut optimiser notre livrable, on doit payer trop d'argent pour le projet. C'est pour avoir une phase de conception. Là, je suis en train de récapituler. C'est pour avoir cette chose, ce livrable assez performant et assez donc optimal, il faut payer d'avance, il faut renforcer la phase de conception et là, le coût du projet va être un peu élevé. Si c'est le contraire, si le client préfère un coût réduit du projet, ça veut dire que le nombre de conceptions va être réduit, ça va être quelque chose de très simpliste et qui va être révélateur peut-être et très probablement par la suite que lors de l'exploitation du livrable, on aura à payer des coûts supplémentaires, que ce soit de maintenance, d'utilisation ou encore de support, parce qu'on n'a pas payé assez d'argent pour créer quelque chose de sophistiqué, quelque chose de plus performant. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer parce que je pense qu'une idée pareille, elle est d'une certaine importance
que notre étudiant, que notre élève ingénieur y réfléchisse lorsque un jour peut-être il se mettra en mode projet. Donc elle fait énormément de différence au niveau de la phase de conception. Voilà donc notre tableau. Qu'est-ce que contient notre fameux tableau de croisement? Donc, on a 3 processus de management des coûts qui s'inscrivent dans le groupe de planification. C'est la planification des coûts, leur estimation et leur budgétisation pour créer ce répertoire de planification globale. Ensuite, après exécution du contenu conformément à ce plan de management des coûts, nous allons essayer de maîtriser les coûts si jamais il y a eu constatation d'écart entre ce qui a été estimé et ce qui a été exécuté par la suite. Et bien évidemment, les sources d'écart sont nombreuses, on va les évoquer dans quelques instants. Donc, planification des coûts. Que doit contenir un plan de management des coûts? Principalement, il doit définir et fixer différents critères de planification, d'estimation, de budgétisation et de maîtrise. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour entrer dans tous ces détails-là. Ça définit le choix en termes d'outils et techniques, mais surtout et principalement, faites attention, ce que doit contenir ce plan de management des coûts, c'est la prise en considération de 2 volets, de 2 principaux volets. Parce que pour établir un plan de management des coûts, il faut réfléchir facturation client et en amont, il faut réfléchir contrat fournisseur. Parce que les facturations clients doivent impérativement prendre en considération l'output des contrats fournisseurs. Comment je vais facturer au client? En planifiant et en suivant mes contrats fournisseurs parce que je ne vais pas, par exemple, accepter de facturer au client un coût de projet inférieur, un prix de projet inférieur au coût de mon projet, combien il m'a coûté. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut suivre les avancements avec les contrats fournisseurs pour garantir des avances de la part des clients en vue de payer à temps ses fournisseurs pour ne pas accuser des retards. Il faut suivre les facturations, les paiements, etc. Et bien évidemment, à travers ça, nous aurons un support pour collecter toutes les informations nécessaires en vue de procéder aux facturations pour les clients et procéder au paiement. Et surtout, il faut garantir toujours des avances de paiement des clients qui précèdent les paiements des fournisseurs pour ne pas tomber dans un besoin de financement qui peut par la suite impacter négativement les délais d'exécution. Donc, c'est ça à peu près ce que doit contenir donc les 2 éléments clés auxquels il faut penser lors de l'élaboration d'un plan de management des coûts. Il y aura un volet pour les contrats fournisseurs et un volet pour la facturation client. Donc, ce sont 2 dossiers qui vont de pair. Deuxième processus, l'estimation des coûts. Pour estimer les coûts, regardez bien. Donc, ce processus, il est nécessaire pour calculer les coûts approximatifs de toutes les ressources nécessaires à l'achèvement des activités du projet. Faites attention, les ressources, ça peut être des ressources humaines, matérielles, immatérielles, mais faites attention, pour pouvoir estimer ces coûts, il faut tout d'abord estimer les ressources nécessaires. D'accord? Et donc, vous voyez que le processus d'estimation des ressources nécessaires, qui a été déjà discuté dans le management des délais, il nourrit aussi bien l'estimation des durées pour établir l'échéancier de notre projet et en même temps, ça permet de nourrir l'estimation des coûts. Donc, vous voyez cette interdépendance, on commence, je pense, à visualiser les interconnexions qui devraient avoir lieu, les synchronisations qui devraient avoir lieu à chaque fois entre les différents domaines de management. Donc, ici, si on a à estimer le coût, on doit réfléchir quant au type et quantité des ressources nécessaires. Donc là, voilà, on a les ressources humaines, les moyens à utiliser, c'est-à-dire les équipements, et ce qu'on est censé produire. Ici, si on reprend l'exemple de la station de pompage des eaux, nous allons monter, on va poser des pompes de station de pompage, donc les équipements à monter, c'est 4 pompes, 16 boulons, etc. Et nous aurons besoin de quelques moyens tels que le chariot élévateur, la caisse à outils, etc. Et nous aurons besoin, par exemple, pour ce lot, spécifiquement pour ce lot de tâches, d'un chef d'équipe, 2 monteurs, 4 aides, etc.
Bien évidemment, une fois nous avons recensé les types de ressources, puis la quantité par ressource, nous allons multiplier ces quantités par les coûts unitaires et nous allons les multiplier fois les délais. C'est pour ça qu'on a parlé de délais dans une étape antérieure, on a managé les délais. Donc, parce que si, par exemple, une ressource va me coûter de façon unitaire et par jour tel montant, je dois la projeter sur un délai le délai final qui a été estimé pour trouver les estimations globales. Donc, l'estimation des coûts, dans ce cas, doit tenir compte des causes possibles d'écart, des estimations, y compris les risques. Parce que tout à l'heure, dans la diapo précédente, on a évoqué uniquement ce qui est palpable, ce qui est réel, les ressources humaines, matérielles, immatérielles, etc. Mais faites attention, il ne faut pas maintenir le niveau de coût uniquement dans ce qui est main-d'œuvre, matériaux, équipements et services d'installation, mais il faut aller au-delà de ça et il faut faire des estimations par rapport à des catégories spéciales de risques et d'aléas. Par exemple, un risque qui peut être fréquent lors de la concrétisation de projets, c'est la marge pour inflation. C'est la hausse des prix suite à une marge pour inflation. Ça peut être un problème dû à la fluctuation du taux de change en défaveur de notre monnaie locale lorsqu'on est en train d'importer, par exemple, des inputs. Ça peut être un risque que les prix vont augmenter le jour de la livraison. Et à côté de ces risques que l'on peut identifier à l'avance, il y a aussi des risques que on peut ne pas anticiper, que c'est difficile d'identifier et que l'on va nommer les aléas. Quels sont les aléas? Donc, comme vous le voyez, à l'heure actuelle, je m'excuse, à l'heure actuelle, la situation de la crise sanitaire, cette pandémie mondiale, c'est un aléa auquel on ne s'attendait pas. Et donc, ce n'était pas un risque identifiable à l'avance, mais que l'on veuille ou pas, lors de la facturation, lors de l'estimation des coûts d'un projet, il faut toujours, au-delà des risques identifiables, et on va aborder tout le domaine des risques ultérieurement dans les prochaines séances pour voir comment on anticipe le risque, comment on prépare les réponses et tout. Mais on doit impérativement reconnaître qu'il y a des aléas qui sont difficiles à identifier. Comment nous allons les prendre en considération lors de l'estimation des coûts? Faites attention, on ne va pas, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, la répercussion du Covid-19, elle est énorme, elle est d'une gravité incontestable. On ne va pas pouvoir facturer tous les dégâts. Mais si on apprenne à chaque fois qu'on a un projet à charge, que l'on facture un pourcentage, on se dit voilà, 3 ou 5% du coût du projet, on va la facturer en plus comme étant le coût de l'aléa. Que va-t-il se passer? Après, par exemple, une quinzaine ou une vingtaine de projets, lorsque cet aléa difficile à identifier à la base est là, on va utiliser la somme de tous les pourcentages d'aléas qu'on a laissés de côté pour les différents projets pour pouvoir gérer le cas échéant parce que c'est vrai que c'est un risque critique, grave, mais c'est un risque qui est très peu fréquent. Et donc, après 15 ou 20 projets, on peut tomber dans le piège, on peut être face à ce risque-là, à cet aléa qui peut nous coûter énormément d'argent. Si on n'a pas été préparé à ça, on va se retrouver perdant. C'est comme si je peux faire, je ne sais pas si je peux faire le rapprochement avec une compagnie d'assurance. Donc, une compagnie d'assurance, on suppose qu'elle a 2000 clients qui sont en train de payer annuellement leur police d'assurance. Le jour où il y a des sinistres, il n'y aura pas des sinistres pour les 1000 clients ou pour les 2000 clients. Probablement, il y aura 100 qui vont subir des accidents ou 150. Comment elle va monétiser les dégâts de ces clients-là qui ont subi des accidents? C'est à partir de la cotisation de tous les clients. Annuellement, ils sont en train de verser des sommes d'assurance pour leur voiture ou pour leur maison ou autre. Donc, ça dépend du type de contrat d'assurance. Et donc, par rapport à cet effectif global, il y a quelques-uns qui vont être affectés par des sinistres. Comment je vais les monétiser? C'est à travers la sommation de toutes les cotisations.
C'est exactement la même chose pour les projets. Lorsqu'on va facturer le coût d'un projet global, il faut prévoir un pourcentage pour les aléas difficiles à identifier d'avance. Et comme ça, il y aura une somme, c'est-à-dire un montant cumulatif d'aléas. Et le jour où un de plusieurs projets qui sera affecté par ce type de risque, on trouvera de quoi le monétiser. Si je récapitule là, il ne faut pas maintenir l'estimation des coûts uniquement dans le niveau de ce qui est donc quantifiable. Donc, il faut prévoir une partie pour les risques identifiables, tels que la marge pour inflation ou la fluctuation de taux de change ou le mauvais temps qui va engendrer plus de délais et donc plus de coûts, une panne technique, un absentéisme qui nécessite de la sous-traitance, le renforcement d'une équipe lors d'une tâche critique. Donc tout ça, c'est des risques que l'on peut identifier et que l'on peut estimer le coût. À côté de ça, on réfléchit aux aléas qui sont très peu fréquents mais qui ont un coup dur, c'est-à-dire une répercussion assez lourde. Donc j'espère que là, vous avez bien compris comment on procède à l'estimation de nos coûts. Une fois on a estimé les coûts par activité, par tâche, donc ce processus de budgétisation prend place. C'est quoi la budgétisation? Il est nécessaire pour l'agrégation des coûts estimés des activités individuelles ou des lots de travail pour déterminer une référence de base de coûts. C'est vrai qu'au départ, on va estimer les coûts par type de ressources, par tâche ou peut-être par lot, mais par la suite, la meilleure façon, c'est d'assurer cette agrégation de tous les coûts estimés. Et soit l'on peut procéder par donc le fait de cumuler les coûts relatifs aux activités de l'échéancier, ou plus encore, on peut monter vers des estimations des lots de travail donnés. Et donc là, on revient à notre WBS. Rappelez-vous de cette structure qui est devenue familière, je pense. Donc là, on commence tout d'abord à estimer les coûts par activité et par catégorie de ressources. Et puis, on budgétise par lot jusqu'à arriver à un budget global qui permet de, bien sûr, de préparer la facturation au client. Dernier, donc, processus de management des coûts. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé dans ce management des coûts par faute de temps. Il n'y aura pas des exercices là-dessus. C'est juste pour vous donner les grandes lignes. C'est pour vous rendre informés de la manière avec laquelle nous devons réfléchir par rapport à nos coûts. Lorsqu'on dit maîtrise des coûts, c'est un processus nécessaire en vue d'influencer les facteurs générateurs d'écart. Quels sont les facteurs générateurs d'écart? Comme je viens de le dire tout à l'heure, il peut y avoir des risques attendus ou non attendus sur lesquels nous devons agir. Si par exemple, il y a le risque de retard suite à une panne technique ou suite à un mauvais temps, etc., on doit, à partir de ce moment-là, chercher à modifier certains paramètres, soit en termes de ressources, soit en termes de contenu, etc. Et donc, le fait d'approuver la nécessité, déjà à la base, on détermine, on détecte l'écart, on essaie de trouver des solutions. Ces solutions-là donnent lieu à des modifications qui devraient être approuvées et ces modifications vont impérativement et dans la plupart du temps avoir un impact sur le budget du projet. Et donc, comment réussir à maîtriser ces modifications du budget du projet? C'est à travers le fait de maîtriser les facteurs générateurs d'écart. Et donc là, la maîtrise des coûts, elle est tributaire de la maîtrise de plusieurs autres paramètres et domaines. Donc, j'espère que donc ça nous aide quand même à réfléchir d'une manière connectée, d'une manière systémique pour trouver la source d'écart, pour trouver quels facteurs étaient responsables de l'augmentation, par exemple, du budget, quelles solutions peut-on ramener face à ce risque-là, etc. Donc, je pense, j'espère, je m'excuse, que ce peu d'explications vous serait utile pour réfléchir management de coûts. Sinon, on arrive à la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance. Au revoir.